Merci d'être là. Déjà, je pense que moi, à votre place, je pense que je serais venu parce que le sujet m'aurait fait rire. Parce que rien à voir, deux buzzwords dans dans la même conf, ça fait un peu étrange. On voit pas trop le rapport et c'est ça qui m'a poussé réellement à faire ce retour d'expérience. J'ai vraiment pas envie que vous pensiez que j'ai un ego comme ça et une tête à vouloir parler de moi, mais j'ai vécu quelque chose qui m'a vraiment changé. Et j'ai comme eu besoin de témoigner de cette petite expérience. Donc, oui, c'est pas que grâce au GAFA que je suis devenu végétarien, mais je vais vous expliquer tout ça, le petit chemin de pensée qui s'est produit. Donc le petit disclaimer d'abord, c'est que je ne suis absolument pas un activiste. Voilà. Je ne vais absolument pas essayer de vous convaincre de devenir végétarien, c'est vraiment loin de là mon idée. Et je vais absolument juger personne parce qu'il y a encore 2 mois et demi, j'étais un gros viandard. Donc j'étais vraiment à l'autre bout de penser de devenir végétarien, donc ce serait vraiment incroyable aujourd'hui de donner des leçons ou d'imaginer donner des leçons à quelqu'un. Autre chose aussi, je pensais avoir mes notes, parce que je ne suis pas du tout un speaker. Dans l'âme, je suis un développeur, donc je vais sûrement oublier plein de choses, puis peut-être que je reviendrai sur des trucs, mais voilà, soyez sympa avec moi, parce que voilà. Donc voilà, la première étape dans ce chemin de pensée, c'est j'ai été propulsé sur un petit nuage. Le petit nuage, c'est une expression qui fait qu'on a la tête vraiment dans les nuages, on est là, wow, ok, on ne comprend pas ce qui se passe, la vie nous challenge, nous challenge sur notre capacité à rêver, à nous projeter sur le futur, et la réalité dépasse le rêve. Ça, cette étape-là, c'est quand j'étais il y a 2 mois et demi au WAC et que ma femme faisait son échographie. J'avais raté, je ne pouvais pas parce que j'étais à Montréal avec la délégation de l'OFQJ. Et elle m'appelle à 5h30 du matin, le truc pas trop normal. Et du coup, je me réveille parce que c'était encore le décalage horaire et elle me dit « Ok, assieds-toi ». Ok, je savais qu'elle faisait son échographie. En fait, là, elle me dit « Ouais, tout va bien, mais ils sont 2 ». Le problème, c'est que j'ai 3 enfants déjà. Tu vois. Donc, on était déjà fous de faire un 4e, mais là, c'est 4 et 5. Donc, ok, ça fait mal. Et direct, ok, sur le petit nuage, j'ai ri. J'ai pas du tout pleuré, là, j'étais apeuré absolument, mais j'ai beaucoup ri. J'étais allongé dans le couloir de l'hôtel parce que j'avais mon colocataire que je voulais pas réveiller, il était 5h30, et j'étais complètement déboussolé, complètement, je savais pas du tout comment j'allais gérer cette affaire parce que voilà, mes 2 grands, ils ont 7 et 6 ans, quoi. On est encore en plein avec des petits enfants quand même, quoi. Donc en tout cas, ça m'a projeté quelque part dans un état d'esprit qu'on découvre pas souvent dans une vie finalement quand on fait le pot à pot avec son bébé, si jamais vous avez eu des bébés, quand on devient amoureux au tout début d'une relation, voilà. J'étais dans cet état d'esprit là, je me projetais, je rêvais, c'était complètement irréel. Et ensuite, quelques heures plus tard, il y avait le WAC, le Web à Québec, qui commençait à Québec, comme son nom l'indique. Et la première conf, c'était Andrew Hessel. C'est bien, je me souviens du nom parce que je l'avais mis dans les notes. Andrew Hessel, que je ne connaissais pas particulièrement, mais c'est un biologiste qui est venu nous parler de... C'était l'ouverture de conférences, comme aujourd'hui, Sandrine... je ne me souviens plus son nom, par contre, Roudot, je crois. Sandrine Roudot. Il y a un oui qui se fait. Voilà, en tout cas, cette personne-là, elle m'a beaucoup... donné plein d'espoir parce qu'elle me disait, en gros, ce qu'elle expliquait, c'était qu'il était biologiste et qu'il avait fait des expérimentations avec le code pour créer des virus. Qu'est-ce qui donne de l'espoir là-dedans? Pas des virus informatiques, des vrais virus. C'est un biologiste, je rappelle, mais il code parce que c'est un fou. Et il fait tout, il touche à tout. Et il avait créé des virus exterminateurs, des virus pour tuer d'autres virus, des vrais virus, l'Ebola, le Zika. Et justement, il nous expliquait que
c'était incroyable parce que maintenant on arrivait à reproduire des parties de l'ADN humaine, le génome humain, et qu'on était capable de réellement faire des choses pour vraiment pas cher, alors qu'il y a encore 10 ans, ça coûtait 200 000 $ de faire la moindre petite expérience. Donc voilà, ok. Il nous montrait avec une pédagogie complètement absolument fantastique ce qu'il avait fait avec des petites bidouilles dans son garage et ce qu'il avait amené à faire des choses avec des scientifiques à très, très haut, qu'il avait commencé par soigner des petits chiens d'abord et puis qu'après il s'était attaqué au génome humain juste. Enfin, c'est inconcevable, mais en tout cas c'est un mec comme vous et moi qui avait commencé à bidouiller des trucs comme ça et je me disais, ok, j'attendais rien de cette conférence parce que c'était de la biologie, c'est pas forcément mon truc, mais en tout cas, voilà. La troisième conférence qui m'a parlé, c'était autour de Google. Ah, ok. Petit rapport avec le GAFA déjà. Vous allez voir, il y a plein de petits fils qui vont vous arriver à un moment donné à faire le lien. Là, c'était Ron Fishkin, voilà, cette personne qui parlait de The World of the SEO in 2018. Okay, tout en anglais, tout ça, ouais, parfait, totalement bilingue. Et donc là, il expliquait que, pareil, j'avais pas des grosses attentes, parce que le SEO, bon, voilà, c'est souvent pas terrible pour moi, en tout cas, je veux offenser personne, mais j'attends jamais grand-chose, mais c'est le créateur de Mods, il vient de Seattle, donc bah, voilà, je vais aller quand même à sa conf, parce qu'il est un peu connu, le monsieur. Et en fait, j'ai pris une grosse claque, parce qu'il n'y a plus d'écran, je ne sais pas si c'est normal. Plus de notes, plus d'écran, c'est pas grave. Ron Fishkin, donc voilà, cette personne-là est venue pour expliquer prendre du recul en fait sur le monde du SEO, du positionnement de Google, des moteurs de recherche, de Facebook et compagnie. Et à un moment donné, il a expliqué, il nous a dit, ok, il y a une bonne nouvelle, puis il y a une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les liens organiques sont 20 fois plus cliqués que les liens payants, AdWords et compagnie. Donc je fais, ok, c'est bien, ouais, super. Good news. Et puis la bad news, c'est quoi? C'est que il y a un troisième flux qui échappe complètement aux sites qu'on crée, aux applications qu'on fait. C'est Google, il répond aux questions. Maintenant, il arrête de recenser les réponses, potentiellement, il donne la réponse directement. C'est quoi le meilleur petit-déj au monde? Bah, c'est très simple, c'est du bacon et puis de l'omelette, et puis voilà. Sauf que c'est pas réellement la réponse. Enfin voilà, on sait tous que c'est pas ça la bonne réponse. Mais voilà, c'est tout ce que Google va scanner dans le web et qui va se dire, ok, ça c'est bon, ça c'est la bonne réponse. Et c'est évidemment dans Google, dans le search. Mais c'est aussi avec le Google Home, où on voit que, ok, Google, donne-moi un garagiste à côté de chez moi. Bon, bah ok, bah, c'est ici, très bien. Ça suffit en grande partie. En général, on est content en tant qu'utilisateur simple du système, sauf que, bah, ouais, c'est quand même un flux qui échappe complètement. Il prend la donnée quelque part, il s'en sert, et puis toi, tu peux crever parce que c'est pas son business de t'apporter du business. Et en fait, on s'est dit... Enfin, lui, c'est lui, hein, parce que moi, j'ai aucune réflexion là-dedans. Et il a dit, pourquoi Google fait ça? Parce que c'est pas de l'AdWords, quoi. Il se prend pas de l'argent là-dessus. Il donne juste une réponse gratuite. Alors, qu'est-ce qui fait que Google fait ça? Et en fait, la réponse, sa réponse, son interprétation, c'est de dire que Google, il accepte de perdre à court terme pour un objectif à long terme. Nous rendre complètement accros, addicts à Google, et qu'on fonctionne en circuit fermé. Je fais une recherche sur Google, j'ai la réponse sur Google, je ferme mon navigateur, c'est fini. Je suis allé nulle part ailleurs, je ne me suis pas perdu dans des sites web qui auraient pu m'emmener sur Facebook ou ailleurs. Voilà, non, je suis sur Google, je reste sur Google, j'ai tout ce qu'il faut, je demande à Google, même sans rien faire, ok Google, c'est quoi la réponse? Ok, très bien. Et là, du coup, je me suis dit, ouais, ok, bon, très bien, ça va que je suis pas trop accro à Google, et que Google, c'est un mec gentil. Et là, après, j'ai commencé à réfléchir, je fais, ok, Google Search, Android, Google Suite pour mon entreprise, Chrome, Maps, YouTube,
Google Play, Google Play Books, les photos pour ma famille, Google Contacts, Firebase, AdWords, Analytics, reCAPTCHA, Google Webmaster Tools, Google Cloud, Kubernetes, PageSpeed, Google Trends, Google Wi-Fi. Ça va trop vite. Chromecast, Google Flights, Google News, Google Translate, OK Google, les groups. Bon bref, et encore, il y en a d'autres que j'ai pas notés parce que il y en a plein des tout petits qu'on utilise comme ça. Et ok, bon, voilà. Je savais quand même que j'étais accro à Google, mais ça m'a fait un petit choc. J'étais un peu déçu de moi-même de jamais avoir douté de Google, en fait. Juste de me dire, voilà, j'ai souvent entendu parler que Google, c'était pas forcément une ONG. J'avais entendu parler de ce principe-là, qui faisait des milliards et machin, mais je ne m'étais jamais dit, moi, mon action avec Google et compagnie, bon, ok. Là, j'avais des notes, je me souviens plus de ce que je voulais dire là-dessus, mais en tout cas, j'avais plein de gros doutes qui se sont révélés. Je ne savais pas pourquoi nous, en tant qu'agence, on a une agence, moi je dirige Troopers, là, donc en bas, là à droite, on voit Troopers. Je dirige une agence et puis on fait beaucoup de rich snippets, on essaye de rendre le web plus sémantique pour que Google et Facebook en général réussissent à mieux valoriser nos données. Et du coup, voilà, que ça rentre dans ce monstre de data qui soit capable de l'exploiter et puis de nous ramener des choses pour nos clients, pour qu'ils aient plus de trafic et compagnie. C'est un peu notre job. Et puis, ok, pourquoi on fait ça pour filer toute cette donnée-là? C'est ok, d'un côté c'est ce qu'on nous demande, puis d'un autre côté c'est un peu embêtant parce qu'on donne cette donnée-là au monstre de données, d'analyse de machine learning et compagnie. Et puis il y a un autre événement, parce que toute la journée j'avais... Ça, c'était en fin de journée de la première journée, cette conférence de Google, enfin sur Google. Et toute la journée, j'avais assisté à des conférences qui étaient vraiment cool. Voilà, j'avais beaucoup apprécié. Et après cette conférence, je me suis dit, ok, en fait, elles étaient pas cool du tout, elles étaient complètement stupides, parce que là, à chaque fois, par exemple, la plus forte, c'était Radio-Canada, qui est l'équivalent de France Télévisions au Canada. Qui expliquait comment, en 3 ans, ils ont réussi à refondre tout l'écosystème, toute l'infrastructure, toute l'architecture du système de données. Et du coup, il montrait une vidéo très sympa d'un enfant qui était assis par terre comme ça, avec la Google Home, et puis qui essayait de dire « Ok Google !» Avec l'accent canadien, c'est encore mieux, mais mets-moi Radio-Canada. Et puis ça marchait pas du tout, le truc ne fonctionnait pas. Et du coup, voilà, comment ils avaient travaillé, ils avaient itéré. Alors c'est super, il y a de l'idéation là-dedans, il y a plein de systèmes que nous aussi on fait pour booster la créativité, comprendre les usages et compagnie. Mais du coup, c'est encore pire, quoi. Le Google Home, il crée du contenu, France Télévisions, on imagine, Radio-Canada pareil, ils créent des émissions, ils créent du contenu, ils ont des centaines et genre peut-être même des milliers de personnes qui font du contenu partout au Canada, et c'est juste pour le filer à Google. C'est ok, Google, ils vendent leur matos 200, 300 €, je sais pas quoi, la Google Home, que j'ai pas acheté d'ailleurs, je suis content, parce que sinon j'aurais été un peu con maintenant. Et du coup, c'est juste pour donner ce flux, et puis évidemment, il n'y aura jamais rien, et en plus, c'est sans savoir réellement si cet enfant, il n'aurait pas juste mis la radio, quoi. Enfin, parce que c'est quand même assez accessible encore, Radio-Canada, et puis voilà, ces émissions-là. Donc ok, donc eux, c'était vraiment un gros truc, et puis en général, nous aussi. Donc là, il ne s'est rien passé le deuxième jour, voilà, j'ai vu des conférences, et rien de marquant, et à la le truc. Et à la fin du WAC, il y a eu une conférence qui m'a marqué. C'est cette dame qui s'appelle Kim Godwin, qui venait pas de Seattle, de San Francisco, et qui n'a pas fait l'unanimité, hein. J'en ai parlé à beaucoup de monde, on ne partageait pas forcément les mêmes idées, mais moi, elle m'a touché au plus profond de moi, parce que elle expliquait que the values are the experience. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour faire un produit de qualité, un produit qui va essayer de répondre à des besoins, des choses. Si au final, vous n'avez pas défini les valeurs, votre produit il peut complètement partir à la dérive à un moment donné, et que vous perdiez le contrôle totalement.
elle disait aussi que définir les valeurs, ça permet d'être dès le début, puis ça peut itérer, hein, on peut rajouter des valeurs au fur et à mesure, mais en tout cas, définir ces valeurs-là et s'engager pour les tenir, c'était faciliter aussi la prise de décision. C'est pas facile de prendre des décisions de toute manière, mais en tout cas, ça facilite parce que y a plein de décisions qu'on va éliminer. Et là, elle parlait justement de quelque chose que j'ai trouvé archi pertinent, c'est les... Comment ça s'appelle ça ? Les principes qui ont été écrits à Nuremberg, dans le procès de Nuremberg en 1946, pour, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais du coup, il y avait 10 lois qui avaient été, 10 règles concrètement qui avaient été écrites pour savoir si on était si on avait l'autorisation de faire des expériences sur l'humain, et il fallait répondre positivement à ces 10 questions-là. Elle a simplifié un petit peu ces 10 lois de Nuremberg, là, concrètement, pour qu'on se les applique à nous-mêmes. Parce que ces lois de Nuremberg, c'était pas que pour les médecins nazis. Voilà. C'était pour tout le monde, globalement, pour même les gens bien. Les Américains, ils ont pas du tout pris ça pour eux. Voilà, non, c'est pour les nazis, ça c'est pas pour nous. Nous, on est bon, on est bien, on sait qu'on fait des choses positives et ça peut pas nous arriver on sait où est la ligne jaune, sauf qu'elle est complexe à définir, cette ligne jaune de l'éthique dans un projet, dans une entreprise. Donc, elle a défini 5 points, 5 questions qui sont faciles à poser. Est-ce que ça apporte vraiment un bénéfice à l'utilisateur ? Est-ce qu'on peut blesser de quelque manière que ce soit l'utilisateur ? Est-ce que cette blessure, potentiellement, elle est proportionnelle au bénéfice ? Est-ce qu'on peut minimiser ce problème ? Et comment est-ce que réellement les utilisateurs de ce service donnent leur consentement ? Voilà. Si on se pose toutes ces questions-là, déjà, on a des choses qui sont facilitées pour savoir si on doit faire évoluer notre projet là-dedans. Et voilà. C'est pas des questions simples, mais en tout cas, c'est des questions, des bases de réflexion à se poser. Et à ce moment-là, en fait, c'est bête, mais j'ai ressenti plein de choses, l'amour, parce que j'étais hyper amoureuse de cette dame, parce qu'elle disait des choses tellement fortes et tellement qui me parlaient au plus profond, et la fierté, parce que voilà, ça c'était ma fierté à ce moment-là. Pourquoi je pleure? C'est débile. Non mais voilà, ça c'est... C'est complètement stupide. Bon bref, ça c'était ma fierté parce que c'est trop peur, c'est un collectif et justement, plus l'entreprise grossit, c'est trop débile, plus on respecte nos valeurs, en fait, plus on les définit et plus on se pose les questions comme ça. Voilà, on est sans arrêt à se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est positif et on a beaucoup, on a 6 ans, mais il y a encore 3 ans, on faisait un site dégueulasse pour je les citerai pas parce que j'ai pas envie d'avoir de procès non plus, mais on a fait un site pour quelqu'un qui aujourd'hui s'y revenait, on les insulterait juste, et voilà, c'est grâce à toutes ces personnes-là aussi, et même celles qui sont plus là-dedans, qui ont pris d'autres voies à un moment donné, mais qu'on a réussi à agir en respectant sa conscience, quoi. Et ça, c'est... voilà, n'y voyez aucune pub ou je sais pas quoi, c'est vraiment pure fierté et puis pure satisfaction personnelle de voir que cette femme aussi, voilà, elle a 20 ans d'expérience, évidemment, elle est largement plus loin que nous là-dedans, mais en tout cas, qui dit des choses qui résonnent aussi fort chez nous. Et là, voilà, forcément... tempête existentielle en moi, j'étais là avec un truc qui me disait tout va bien, et en fait j'étais là, non, tout va pas bien du tout là. Tout va bien peut-être pour moi sur mon entreprise, mais par contre sur moi, ma personne, non, ça va pas réellement bien parce que je me pose pas cette question sur moi, sur ce que je fais, je vous rappelle que je suis sur un nuage, hein.
Voilà, parce que j'ai toujours ces jumeaux qui arrivent en tête. Je suis un père de famille, je suis un leader d'entreprise et compagnie. Et du coup, toutes ces questions-là, je commence à me dire, ok, j'ai de l'impact sur les gens qui m'entourent. Et, euh, et voilà, là j'avais plein de notes aussi, mais je me souviens plus précisément ce que je disais là-dedans. Et en tout cas, j'ai réussi à me poser ces questions. Cette question qui a fait que j'ai réussi aussi à avancer là-dedans. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche là aujourd'hui de respecter mes croyances, ma conscience, de faire en sorte que j'arrête d'acheter par exemple des vêtements qui sont fabriqués putain, par des esclaves. C'est ça, hein. C'est quand on achète en fermant les yeux, c'est un peu ça qui se passe. C'est que c'est sous prétexte que ces chaussures sont super belles et qu'elles m'iront hyper bien, quoi. C'est un truc super individualiste, mais qu'on fait tous au final. Et voilà, qu'est-ce qui fait qu'on achète nos trucs sur Amazon alors qu'on sait que c'est vraiment pas des gentils, avec leurs salariés qui payent qui payent très très peu de taxes, qui se foutent de la gueule du monde. Qu'est-ce qui fait sous prétexte que je l'ai après-demain, quoi, et puis que je le trouve facilement, que je suis pas obligé d'aller chez le libraire et puis parler avec la personne. Qu'est-ce qui fait que je mange de la viande? Ah ok, on y vient. Parce que je le sais, quoi. Enfin, je le sais que c'est juste horrible, pas forcément pour les animaux, mais juste pour la planète, quoi. C'est pour nous aussi que c'est horrible, mais c'est vachement bon. Alors bon, donc je vais pas changer la planète, je ne suis qu'une goutte d'eau dans un océan, et oui, certes, j'ai entendu que vaguement c'était quelque chose qui existait, d'arrêter de manger de la viande, mais c'est un peu con quand même. Parce que c'est vachement bon, un bon steak de bœuf, là, il y a pas mieux, une raclette en hiver, bon, voilà, on va pas, on va pas se voiler la face, et puis non, quoi, c'était pas possible. Et puis d'un autre côté, je sentais que j'avais un peu évolué là-dedans, parce que j'ai plus 20 ans aussi, parce que maintenant j'ai 31 ans, mais je revenais à Montréal où j'avais vécu 1 an et demi avant, et j'étais déphasé, j'étais plus la même personne. À l'époque où je vivais à Montréal, je me baladais chez les supermarchés, les Maxi et compagnie, et je trouvais ça trop cool, des Doritos, tous les parfums, les trucs, machin. J'aimais la junk food, j'aimais faire un peu n'importe quoi, parce que j'avais 20 ans, je m'en foutais. Et puis là, en fait, je savais plus rien acheter, quoi. J'étais complètement... il me fallait un peu de l'authentique. Je sais pas ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai eu ces besoins-là et que j'étais un étranger réellement à Montréal. Mais en tout cas, j'étais un peu embêté parce que... voilà. Et là, du coup, je me suis posé cette question-là très très fortement au niveau de la nourriture. Ok, je suis... ouais, j'avais oublié de cliquer, elles sont belles ces images-là. Je suis une petite goutte d'eau dans un océan, et ça me démobilise en fait. Ça m'empêche de prendre une décision, ça m'empêche d'avancer parce que je me dis que j'ai aucun impact. Ça fera rien, et puis par rapport à l'effort que ça me demande, ça vaut pas le coup, quoi. Enfin, de toute manière, c'est comme ça qu'on réfléchit, quoi. Je vais pas faire ça alors que ça sert à rien. En plus, faut voir comment on met le pactole aux végétariens, quoi. C'est juste ridicule. On n'a vraiment pas envie d'être végétarien, surtout pour se priver de tout et puis de se faire vanner à tous les barbecues. Donc là, je me suis dit ok. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris aussi un truc, c'est que il y avait plusieurs étapes en fait dans l'action. Il y avait le côté essayer de changer le monde, et puis simplement être en accord avec soi-même, avec ses valeurs, avec sa conscience. Et ça, en fait, on ne devrait même pas se poser la question, quoi. Est-ce que c'est des valeurs ou non? La maltraitance animale, c'est quelque chose d'horrible, quoi. Enfin, on a tous vu pareil, hein, ces images de maltraitance. On sait tous que c'est pas correct, en fait. C'est juste pas correct. On est des sauvages, et puis quand on se dit que ouais, ça fait 1 500 000 ans qu'on mange de la viande et qu'on va pas s'arrêter aujourd'hui, en fait si,
C'est ça le truc, c'est qu'on a ça dans le sang, on doit manger de la viande, on a ce besoin-là. Et en fait, on peut aussi écouter ce qui se dit. Les diététiciens, tout le monde s'accorde pour dire que c'est possible d'être un végétarien en bonne santé. Et puis, depuis quand c'est une préoccupation hyper importante d'être en parfaite santé. Enfin, moi, voilà, c'était pas un de mes combats réellement. Donc voilà. Donc je me suis dit, ok, peut-être qu'il faut que j'arrête d'essayer de sauver le monde et juste agir sur moi. Et puis, ça se trouve, j'aurai un petit impact. J'accepte la valeur de mes valeurs, justement. J'accepte de me dire, ça a du sens, ça a de la valeur pour moi, pour mes enfants, pour mes collègues, pour mes amis. On va avoir des débats et on va en parler. J'étais pas encore à me dire, ok, je passe à l'action, mais en tout cas, je commençais à avoir cette réflexion-là. Et le déclic, il a eu lieu avec une personne, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais je ne pensais pas la revoir. Je pensais réellement que c'était un inconnu. C'était un Français qui était dans la délégation aussi, qui vient de Chambéry. Bon, bref. Et à un moment donné, on parlait de tout ça, de ces choses qui avaient eu lieu dans ma tête, parce que lui, il n'avait pas trop vu ça. Et à un moment donné, je lui disais, au bout de peut-être 3/4 d'heure de discussion, je lui dis, bah vas-y, viens. Tape dans la main et puis propose-moi un truc et on le fait tous les deux, on s'y tient. Un truc, alors pas le végétarien, franchement, voilà, mais un truc. Et là, il me dit, et puis c'est un truc cool, hein, mais il me dit, arrêtons de jeter la nourriture, on arrête de jeter rien, on jette plus rien. Ok. Sauf que moi, ça ne m'impactait pas. Enfin, on avait déjà une grosse démarche de zéro, enfin on n'était pas en zéro déchet, hein, mais on a déjà cette démarche de vouloir minimiser nos déchets et là du coup je me suis dit bon, non, je peux pas accepter ça, donne-moi un vrai truc quoi, enfin un vrai truc ambitieux, si on s'en prend qu'un, faut que ce soit ambitieux. Et là il dit oh non, j'en sais rien, vas-y, dis-toi. Et en vrai, oui, j'avais pas réfléchi. Et en fait, c'est compliqué. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop ambitieux quand même. Parce que, voilà, il faut pouvoir s'y tenir. Et puis, il ne faut pas que ce soit complètement perturbant quand même. Parce que, bon, c'est... Voilà. Et là, ça m'a pris 40 secondes, mais j'avais que ça dans la tête. J'avais que arrête de bouffer de la viande, arrête de bouffer de la viande, arrête de bouffer de la viande. Je sais pas pourquoi, mais j'avais que ça en tête. Et à un moment donné, il me dit, bah alors, tu penses à quoi? Et puis je fais, non, je peux pas. je peux pas. Puis, bah, vas-y, on s'en fout. Au pire, on fait pas. Puis je dis, bah ouais, je pense à arrêter de manger de la viande. Et là, il se décompose totalement, il se désolidarise complètement du pacte et il me dit non, vitamine B12, machin. Et puis en plus, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quand même cool, les animaux, ils vivent au moins, tu vois, ils existent. Si t'es dans la salle, je sais pas. Mais voilà, pour moi, c'est complètement débile ces trucs-là. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, enfin pas à ce moment-là, mais le soir, en rentrant dans ma chambre d'hôtel, je me suis dit, ouais, en fait là, ce que tu essayais de faire, t'étais pas en train d'essayer de convaincre un inconnu d'être végétarien. C'était toi là que tu essayais de convaincre. C'était nulle autre personne. Donc c'est peut-être plus facile à essayer de convaincre quelqu'un d'autre que soi-même, mais voilà, à ce moment-là, j'ai capté que bon bah au moins je pouvais essayer quoi, et puis à la limite je me réservais une petite entorse à Noël, ok, on va buter une dinde à Noël et puis bon bah voilà, ça fera pas tant que ça et puis bon voilà. Et voilà, donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire ces choix-là. J'ai pas supprimé l'application Facebook tout de suite de mon téléphone non plus, parce qu'il y a eu d'autres impacts que juste le végétarisme. Mais je l'ai supprimé à un moment donné parce que je savais, en plus ça fait super longtemps qu'on me dit que ça me vampirise complètement, puis je suis un zombie avec mon téléphone. Ah tiens, il y a eu que des notifs pourris. Et du coup, voilà, je me suis dit, Chrome en fait, ouais. Il y a quoi comme alternative? Ah, il n'y a personne en face. Ben si, évidemment, il y a Firefox qui était là bien avant Google, Chrome en plus. Donc j'ai mis Firefox qui est open source, qui devrait me parler beaucoup plus. On fait de l'open source à la boîte, ils partagent les mêmes valeurs. C'est des mecs hyper bien qui se battent depuis toujours. Amazon, je l'ai mis là, mais en vrai, ça fait belle lurette que je commande plus sur Amazon. Et puis Gmail, voilà, on est
je me suis mis comme objectif de bientôt le supprimer, mais ça, c'est probablement le plus dur à faire. Les petites menottes, là, c'est juste pour les esclaves. C'est pour voilà, arrêter de cautionner cette chose-là. Et du coup, voilà, j'ai pas encore mis Zoho, mais ça va sûrement arriver. C'est des notions d'entreprise, là, du coup. C'est pas mon petit Gmail personnel, c'est des choses d'entreprise. Donc, ça prend du temps à mettre en place. Il faut que tout le monde comprenne ça. Je passe un peu vite parce que du coup, j'ai explosé le temps. Des choses qui m'ont permis aussi de trouver des alternatives, c'était Alternative2, que les développeurs connaissent sûrement, parce que voilà, je tape une application et puis ça me donne les différences, enfin les possibilités. Et un site qui m'est arrivé un peu comme par hasard, pile à ce moment-là, c'est ça commence par moi.org, où on a plein de... On voit pas très bien là, mais on voit plein de choses qui sont faciles à faire ou un peu plus ambitieuses ou un peu plus complexes et qui sont hyper pédagogiques en plus, qui t'expliquent que bah ouais, tout simplement tu peux selon ce que tu essayes de faire en termes de consommation, société, éducation et compagnie, mais aussi spiritualité, de culture et compagnie, ce que tu es capable de faire et puis pourquoi il faut surtout changer les habitudes, les choses. Voilà, et puis si pour les feignants qui n'ont pas envie de lire, ok, voilà, il y a 10 trucs qui sont hyper simples enfin hyper simples, bah non, parce qu'à la limite commence par le 10, puis remonte si tu veux, mais voilà, en tout cas c'est peut-être pas le plus simple de commencer par le 1, qui était je deviens végétarien. En tout cas, voilà, j'ai vraiment ressenti ça comme ça, en gros fan de Disney. C'est que quelque chose s'était réveillé en moi, en fait. Je me suis dit, ok, c'est comme si je me redonnais le droit d'être quelqu'un de bien, en fait. J'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de bien, au fond de moi, mais j'ai jamais mis d'énergie à réellement l'être, vraiment à fond, et arrêter de faire des concessions sur mes valeurs, sur ce qui me définit au plus profond, quoi. Donc, voilà, c'est ça que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est, évidemment, hein, si vous pensez être quelqu'un de bien, à un moment donné, agissez là-dedans, quoi. Agissez sur vos valeurs, définissez-les. Moi, j'ai dû les écrire aussi après, parce qu'il n'y avait pas que ça, il y avait plein d'autres valeurs, j'en ai écrit 20 ou 25. Et du coup, combattez pour ça, quoi. Enfin, faites quelque chose pour justement défendre ces valeurs-là. Kim Goodwin, justement, disait... donc c'est une des personnes de la conférence tout à l'heure sur les valeurs Are the Experiences. C'était si on n'agit pas pour une valeur quand c'est contraignant, c'est pas une valeur. Donc forcément, ça peut être complexe d'agir pour une valeur, mais en tout cas, si c'est réellement important pour vous, pour nous, on doit agir pour ça, quoi. Donc voilà, merci beaucoup.